Bonjour, vous êtes sur Plan B. Je suis aujourd'hui avec Pierre Delorme, plus connu sous le pseudonyme de Pierre 1911. Bonjour Pierre. Salut, bonjour à tout le monde. Très content de te recevoir et très enthousiaste à l'idée de notre échange. On est copains, t'es un pote à moi. Ça fait un moment qu'on échange alors avec des perspectives différentes. Tu aimes le poser comme étant toi vraiment dans le micro, dans l'action concrète, et moi un peu dans le macro et à refaire le monde voilà, avec les méga tendances. Pour ceux qui ne te connaissent pas, malgré le fait que tu as quoi, 75 000 abonnés sur Facebook, c'est ça? Oui, Donc à peu près. tu inspires quotidiennement des dizaines de milliers de gens sur les sujets d'autonomie énergétique et alimentaire. Et tu vas notamment nous parler de tes 10 années d'expérience en la matière où tu t'es lancé de sacrés défis. Tu as longtemps été chef d'entreprise dans, on va dire, pour faire court, le domaine de l'informatique. Tu as quitté la périphérie de Lyon il y a une dizaine d'années pour t'installer dans le Limousin, dans des conditions qui posent un certain défi. Tu vas nous en parler. Enfin, c'est loin d'être facile tous les jours et comme tu le dis si bien, on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'y est pas confronté, hein. Et donc, on va parler de ça. Ça va nous amener aussi à plus largement parler de où va notre pays en termes d'autonomie alimentaire et énergétique, de transformation sur comment on produit de l'alimentation et de l'énergie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as, comment dire, certaines réserves à émettre sur tout ce qui est une sorte de néo-ruralisme un peu angélique où on s'installe en pensant que tout va bien se passer et qu'après tout, il vaut peut-être mieux finalement travailler avec les acteurs déjà en place. T'en parleras beaucoup mieux que moi, mais c'est pour donner un peu le ton de notre échange. D'ailleurs, on s'est rapproché lorsqu'on a donné ensemble une conférence au salon on va dire, du survivalisme, entre guillemets, mais de ce Survival Expo et le salon de l'autonomie, où on a donné ensemble une conférence, moi un peu sur le contexte mondial, global, et toi plus sur le concret de ce que c'est que vraiment l'installation en tant que maraîcher indépendant, les difficultés que ça pose, et j'étais assez finalement surpris par ton discours qui était très vigilant sur ces points-là. Voilà, pour pas envoyer les gens au casse-pipe, et je trouvais ça plutôt sain. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, Pierre, mais en tout cas, déjà, sur ton parcours et ce qui t'a amené à faire ce choix, je te laisse peut-être développer. Alors, oui, oui, tu as assez bien résumé. Il y a un détail sur lequel je vais revenir. Donc, je me présente. Je suis Pierre, j'ai 54 ans. J'ai une double formation en fait d'ingénieur en mécanique et en informatique. Voilà, j'ai créé des sociétés. J'ai commencé à travailler sur Internet, enfin dans le domaine d'Internet en 1995. Donc, j'ai vraiment été un des pionniers. Et ça a toujours été une posture un peu pionnière, quoi qu'il en soit. Aussi bien, voilà, j'ai toujours eu un peu cette appétence sur des zones, pour des zones à explorer, ce qui explique une partie de où j'en suis aujourd'hui. Donc, il y a 10 ans de ça, j'ai quitté Lyon intramuros pour acheter un pavillon avec ma compagne, avec lequel j'ai eu mon deuxième enfant. Donc, je suis papa de deux enfants. On a quitté Lyon. Alors moi, j'ai quitté Lyon intramuros pour m'installer en périphérie, dans un pavillon avec 1100 mètres carrés de terrain. Et 2 ans plus tard, on a acheté un an plus tard, on a acheté un bout de terrain agricole, 800 mètres carrés. Donc au total, on avait 1700 mètres carrés. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai acheté ce pavillon que enfin, on l'a acheté pour ça. C'était qu'on voulait raisonner autrement sur notre alimentation et sur notre consommation énergétique. Même si moi, auparavant, j'avais expérimenté des tonnes de choses et que je viens dans un d'un milieu rural et où j'ai fait un reset, où j'ai vraiment voulu m'éloigner de ce milieu rural, mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point il était dans mon ADN et il m'avait appris énormément en fait de choses. Donc j'ai mené pendant un certain nombre d'années une expérience donc sur ce pavillon. Et puis voilà, et puis j'ai découvert dans la douleur euh, quelles étaient euh, quelles étaient en fait les conséquences de se jeter à corps perdu alors que j'étais avec quelqu'un qui était
qui avait fait toute la démarche intellectuelle sur, bon, même si tu n'en as pas parlé sur les possibilités en fait d'effondrement, hein, parce que ça aussi c'est complètement en lien avec ma démarche, même si au départ c'est pas du tout la notion d'effondrement, mais que c'est en regardant en fait les problèmes qui amènent l'effondrement qu'on est allé vers ça. Et ben, j'ai subi en fait une séparation. Il y a un très très bon papier qui est sorti actuellement là il y a quelques jours de Reporter sur justement les conséquences d'installation de néo-ruraux sur leur couple et qui est assez éloquent. Il y a Nicolas Mérieux aussi qui avait sorti un petit documentaire très 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 significatif sur un couple qu'il a suivi, qui s'est installé et puis qui, au bout de 2 ans, était en totale perdition, et sur le projet agricole et sur le projet personnel. Donc voilà. Et c'est là où, il y a 4 ans de ça, enfin 5 ans de ça, et ben suite en fait à une séparation, j'ai commencé en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester sur Lyon pour des questions de coûts financiers. Et j'ai un peu grenouillé à droite et à gauche, en fait, et j'ai monté un premier projet sur une année un peu de transition. Et puis finalement, je suis venu m'installer il y a très exactement 4 ans aussi dans le Périgord vert et sur le projet sur lequel je suis. Et c'est là que j'ai subi aussi la deuxième même problématique en partant avec quelqu'un qui, elle, avait monté déjà son projet et que j'avais analysé. On est venu ici et puis bah, au bout d'un an, voilà, elle est partie et j'ai subi pour la deuxième fois, même si j'avais mis en place en fait un certain nombre de garde-fous en termes de posture, en termes de tout ça, et ben voilà. Et c'est pour ça que je me suis aussi intéressé sur ces questions, je dirais, de posture, sur ces questions de croyance, sur ces questions et, et qui sont terribles, hein, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la société ne bouge pas, et c'est ce qui fait que ceux qui se décident et se lancent, pour la plupart, se cassent la figure parce que c'est trop compliqué dans un quotidien. Mhm. Voilà. Et c'est ce que tu as évoqué, les chiffres justes de 5 installations sur 7 en maraîchage et dans la région, en Dordogne et Périclite pour des questions financières, pour différentes questions. En quelques années, quoi. 5 sur 7, 5 maraîchers sur En 7, maraîchage, ou en deux maraîchage. ans. Ouais. Ouais, et si on prend au global, bon, si on prend au global, au niveau national, on est sur des chiffres en fait aussi effarants, et en sachant qu'aujourd'hui, pour donner un autre chiffre, il y a un agriculteur sur deux qui va partir en fait à la retraite d'ici moins de 10 ans. Il y a un agriculteur sur deux qui aujourd'hui ne trouve pas de repreneur. Et il y a 75%, donc sur 3 installations sur 4, elles sont faites par des gens qui ne viennent pas du sérail agricole, hein, ce qu'on appelle les hors 4 familiaux. Et donc en fait, on voit débarquer sur le terrain, pas suffisant. Alors voilà, ce qu'il faut dire, c'est que pour résumer, si je devais faire une phrase, c'est la moitié de l'outil agricole doit changer de main. La moitié ne trouve pas, sur cette moitié, la moitié ne trouve pas en fait de repreneurs. Et majoritairement, les repreneurs qui sont là, ce sont donc 3 sur 4, ce sont des gens qui ne viennent pas de ce milieu-là et qui se prennent le train en pleine poire et qui subissent là je dis bien 5 installations sur 7, on va dire, pour globaliser, une installation sur deux, se casse la figure au bout de 2 ans, et qu'aujourd'hui, en moyenne, les dernières installations, les chiffres en fait de l'atelier paysan, c'est de dire qu'en moyenne, une ferme qui se monte, elle dure 5 ans. Et celles qui, enfin, il y a beaucoup de repreneurs aussi qui sont quoi, des grands groupes ou des grands exploitants qui s'étendent, voire des repreneurs étrangers, où j'imagine, voilà, c'est la mort de la petite paysannerie et petit à petit c'est des exploitations de plus en plus grosses où, bon, bah, il y aura quand même du travail à faire, où ils y mettent des salariés. Parce que autant moi, je vois sur les chiffres du nombre d'exploitants, ça baisse pour les raisons que tu évoques, hein, vieillissement de la population agricole, mais sur le travail salarié, ça se maintient, voire, j'ai vu dans le nord de la France, ça augmente. Est-ce que c'est pas un peu ça l'avenir? C'est un peu dystopique, ça veut dire concrètement des multinationales et des exploitants géants qui mettent de plus en plus la main sur les terres et qui mettent des salariés pour faire le boulot, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu la direction que ça prend. Alors pour moi, en fait, les chiffres ne reflètent absolument pas la tendance.
parce qu'il y a une inertie, parce que on en est encore à se prendre le choc de la Covid, enfin de la post-Covid. Ce qu'on peut dire, c'est que stratégiquement, des très grands groupes connus français arrêtent de faire des investissements. Les Chinois sont en train, pour ne citer que, n'achètent plus quasiment en fait de terre. Voilà, voire même en fait, comme ils se sont cassés la figure économiquement sur un certain nombre d'exploitations, ils retirent en fait même leurs billes. Donc, et puis il faut bien voir qu'en fait que c'est sur certains secteurs d'activité, c'est-à-dire sur les céréales, un petit peu sur le maraîchage, qu'il y a eu cette tendance-là. Or, il ne faut pas oublier que toutes ces activités sont fortement dépendantes du coût des énergies. Dans les outils qu'ils utilisent et dans les intrants. Il y a une corrélation directe et encore plus forte au niveau géopolitique, et ça Stéphane Linou l'explique très très bien, entre le coût des engrais, qui sont complètement eux dépendants aussi des énergies, mais qui subissent par des effets d'emballement, enfin je sais pas comment le dire autrement, qui subissent en fait encore des augmentations. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est que il y a des exploitations qui euh, sortaient des bilans comptables qui étaient positifs et qui, rien qu'avec l'explosion du prix du GNR, donc qui est en fait l'énergie, l'appellation de l'énergie du fuel, mais avec une taxe spéciale qui est utilisée par les agriculteurs, hein, parce qu'ils n'ont plus le droit normalement en fait de travailler au rouge et au fuel domestique. Eh bien, cette augmentation fait qu'on a des comptabilités négatives aujourd'hui, des gens qui avaient des exploitations qui tournaient et avec lesquelles ils arrivaient à sortir un salaire, et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à faire sortir un salaire. Donc là, on est en face. C'est ce qui rend la situation extrêmement complexe, entre autres pour trouver en fait une solution, parce que, et Janko il le dit très bien, tant qu'on n'est pas capable de décrire correctement un problème, on ne pourra pas en fait le résoudre. Et je pense qu'on en est en fait encore là, c'est-à-dire qu'en fait qu'on n'a pas, c'est trop fébrile en fait tout ça, on n'a encore pas une vision suffisamment juste. Il y a, il y a, il y a, Ouais, il y a des choses qu'on n'arrive pas en fait encore totalement en fait à mesurer, et le peu qu'on mesure, et si on analyse un peu la situation, il y a de quoi d'être vraiment très très inquiet sur ce volet-là, quoi. Voilà. On va faire pas mal d'allers-retours dans notre discussion entre, on va dire, la situation agricole globale et ton expérience personnelle, sachant que les deux communiquent, parce que, alors, tu es en contact assez régulier avec d'autres agriculteurs dans ta région, avec les chambres d'agriculture, enfin, voilà, tu connais le fonctionnement des SAFER, etc. Et donc, on va aussi parler de ça. Ton expérience personnelle, alors, ce que j'ai compris du défi que tu t'es lancé, c'est effectivement en maraîchage sol vivant, toi seul, parvenir à nourrir l'équivalent de 5-10 personnes. Donc voilà, aussi prouver que c'est quand même possible, ça c'est un des défis. Et aussi en termes d'autonomie énergétique, donc ça pose des questions pour comment se chauffer, comment faire des conserves pour l'hiver. Enfin voilà, c'est un sacré. Je pense que les gens se rendent pas compte. Tu m'as aussi parlé de rien que commencer à déconstruire, ça veut dire quoi? Prendre une douche. Et moi je sais on prend une douche, quoi. Il y a de l'eau, on la chauffe. Ah non, non, attends, tu t'en rends pas compte une fois qu'on est dans, voilà, on s'est lancé ce défi-là, un peu faire tout hors réseau. Bon, je te laisse bon, embrayer sur le sujet que tu veux, que ça énergie, eau, alimentation, voilà, on va les aborder les uns après les autres, mais je te laisse déjà prendre celui que tu veux. Alors je vais essayer de recontextualiser. En fait, moi, mon objectif quand je suis en fait arrivé ici, c'était de prouver qu'on pouvait créer une ferme et comment il fallait l'organiser pour être tendre vers le plus d'autonomie alimentaire et énergétique. C'était ça en fait l'objectif. Ne souhaitant pas réinventer la roue, euh, j'ai pris comme modèle de référence, en n'étant pas certain qu'en fait que ça soit le bon, puisque je suis vraiment dans cette idée, j'insiste sur le mot chercheur dans mon CV, comme quoi je suis un paysan en fait chercheur et par conséquent influenceur, parce que je transmets mes informations à travers les réseaux, mais ce n'était pas ce que je voulais être en fait à la base, que je suis beaucoup dans l'essai-erreur.
et qu'il m'arrive très très régulièrement de me lancer dans des expériences en sachant d'emblée qu'elles m'amèneront à un résultat négatif, mais que je veux valider par le fait que je n'y arrive pas le côté que ça ne fonctionne pas. Donc l'objectif en fait de base du couple que je formais en venant ici, c'était de fabriquer une ferme et de prouver qu'on pouvait arriver à fabriquer une ferme qui tend vers le plus d'autonomie et d'arriver à essayer. Bon, tu as fait référence, peut-être le mettras-tu en incrustation à une conférence que nous avons fait, enfin nous l'avons fait 2 années de suite, et où j'ai présenté des camemberts et où j'ai fait 7 thèmes et où dans le thème sur l'alimentation, je dis qu'on peut être autonome aux alentours de 95%. C'est-à-dire qu'un groupe de 6 à 8 personnes peut être. Pourquoi j'ai pris 6 à 8 personnes? Parce qu'il se trouve que c'était l'organisation sociale des fermes fin 19e siècle, qui correspond au début en fait de la révolution industrielle. Et sans m'étaler, en fait, cette révolution industrielle, elle a vidé les campagnes pour pouvoir en fait se lancer. L'exode rural, je suis pas du tout d'accord avec l'histoire qui nous est racontée aujourd'hui, telle que l'histoire, c'est pas seulement en fait les paysans qui fuient une certaine misère, c'est que c'est l'industrie qui leur fait les yeux doux pour pouvoir en fait se lancer et rentrer dans une ère parce qu'il y avait besoin dans l'industrie de cette main-d'œuvre et cette main-d'œuvre, il fallait bien comprendre qu'à l'époque, que plus de 90% de la population était en lien en fait avec l'agricole. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu as cité des mots, tu as dit que j'étais en MSV, maraîchage sur sol vivant. Oui, c'est une des techniques que j'utilise, mais il faut voir en fait le projet d'une manière beaucoup plus globale. Donc j'ai choisi un terrain. Je suis parti en fait sur une surface. Alors je me suis mis dans le Périgord vert parce que j'avais besoin d'eau, j'avais besoin de bois, parce que j'avais besoin. Voilà. Donc je suis allé chercher une vraie ruralité avec tout ce qu'il y avait besoin, et je suis parti d'une copie blanche, c'est-à-dire pas relié à aucun réseau, pas d'eau, pas d'électricité, et tout monté de A à Z. Mais je savais d'entrée de jeu qu'en étant que deux, avec chacun des problèmes de santé, je savais que déjà, ce que je voulais prouver, j'y arriverais pas parce que on n'était pas 6 à 8 personnes. Hein, donc il y avait un truc. Et puis, autre chose que j'avais évalué, mais mal évalué, c'était quelle était la part de la communication. Il faut bien voir qu'en fait, qu'aujourd'hui, moi, il y a une grosse partie de mon temps qui est soustraite parce que je passe du temps à communiquer. Donc le temps que je passe en fait à communiquer, je le passe pas à produire. Et qu'on ne dirait pas, mais euh, alors ça aussi, ça c'est un mot que j'ai appris à accepter moi-même. Je suis vraiment dans l'éducation populaire. C'est-à-dire que j'essaye en fait de transmettre des choses. Et donc quand on met tout bout à bout, expérimenter, transmettre et produire, bah, on voit bien que forcément, et maintenant je suis tout seul, forcément, bah, ça rentre pas. C'est une discussion que j'ai eue ce matin. Je pense que si on était réellement un groupe de 6 à 8 personnes pour vivre sur place, il faudrait au moins éventuellement 5 autres personnes à côté pour tout l'aspect recherche et développement et l'aspect communication. Donc voilà, forcément, ce que je présente a une part erronée parce que je n'ai pas les forces suffisantes en fait ici pour mener correctement toutes ces tâches de manière transverse. Et donc oui, je me suis lancé dans un projet qui est à la hauteur. Alors beaucoup de gens disent que je suis dans un projet titanesque. Je l'accepte à condition que les gens qui disent ça se rendent compte à quel point ils sont dépendants d'un système. Si sur par exemple un légume ou un fruit, par exemple une tomate, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on consomme par an en fait de tomates? Mais c'est juste en fait complètement dingue. Quand on regarde, quand on revient dans ton domaine un peu plus macro, où on regarde en fait combien de tomates il faut produire pour qu'on en ait une qu'on consomme en fait réellement, avec toutes les pertes, avec tout ce que ça coûte en fait en transport et tout ça. Mais on se rend compte qu'en fait qu'on est sur des chiffres absolument complètement dingues et que on peut faire des économies d'échelle en produisant en fait en local, mais ça ne nous dédouane pas de tout parce que ben voilà, on n'est pas à l'abri. Puis alors maintenant avec le dérèglement climatique, on n'est pas à l'abri en fait que plusieurs années de suite,
on soit dans la capacité de produire en fait certains trucs. Et si c'est absolument nécessaire dans le spectre alimentaire qu'on s'est fixé, parce que là, il y a beaucoup de croyances en fait aussi par rapport à ça. Enfin, c'est un vrai sujet en soi. Eh bien, il faut savoir faire des stocks, et c'est ce que tu as évoqué. En définitive, moi, une journée, si je regarde concrètement la somme des tâches que je fais dans une journée, mais ça touche à énormément de, entre guillemets, corps de métier. Je vais me lever le matin, je vais quasiment tout de suite m'occuper en fait des animaux, aller récupérer en fait du bois parce que je me chauffe en fait en bois, en refendre, lancer en fait la cheminée, préparer en fait le repas du midi en fait ou du soir, retourner en fait les animaux au niveau des animaux, les gérer, voilà, me lancer en fait dans la production, être interrompu parce que il y a un truc qui s'est passé. On n'arrête pas de jouer le pompier hein, sur un projet comme celui-là. Hein, c'est une grosse partie en fait de l'activité. Mais chaque fois qu'il y a des gens qui viennent en immersion, y compris ce qui est très intéressant, c'est des gens qui, par exemple, sont des chefs d'entreprise qui sont très organisés et et moi, j'accepte complètement que pour eux, pour leur confort, ils aient besoin d'intellectualiser certaines choses et de mettre en place, par exemple, en fait, des plannings. Ben, on fait le point à la fin à la fin de leur séjour et de dire, est-ce qu'on a fait le planning que tu avais prévu, enfin, qu'on avait prévu ensemble? Non. Est-ce que tu as eu l'impression de glander? Ah non, absolument pas. Et pourquoi on n'a pas tenu le planning? Ben, c'est parce que ça n'a pas arrêté. Je sais pas, une opportunité de récupérer des tuiles pour pouvoir en fait empirer un chemin. C'est du cas concret, ce que je vous explique. Un animal en fait qui se blesse, un animal qui se sauve. Voilà, des choses positives comme des choses en fait négatives. Côté Voilà. animaux, pour qu'on se représente un peu, t'as deux ou trois chevaux, je ne sais plus. J'en Euh, ai 6. J'ai 4 poneys et 2 chevaux de ah trait. oui, ouais, ouais. Deux cochons, si j'ai bien compté, qui, bah, pas pour les manger, mais pour fournir de l'engrais, une vingtaine de poules, des canards, enfin, bah, voilà, c'est une sacrée ménagerie. Les chevaux, ça leur arrive de dégrader du matériel et pour une clôture que tu n'auras pas fermée ou oublié de fermer, c'est le risque qu'ils viennent démolir tout un tas d'ouvrages. Enfin voilà, faut être très vigilant aussi sur les risques que font peser les animaux, sur voilà, une faute d'inattention et les chevaux dégradent beaucoup de choses, quoi. Voilà, c'est par exemple. Alors voilà, là tu te sers d'un exemple pour amener la charge mentale, qui est quelque chose qu'aujourd'hui inquiète beaucoup de personnes parce qu'on sait que potentiellement c'est la source de burn-out et tout ça. Ici, la charge mentale, elle est constante H24. Si dans la nuit j'ai un animal qui est malade, que j'ai dormi ou j'ai pas dormi, enfin voilà, il faut que je sois en fait sur le pont. Comme tu le dis, tu fermes mal une clôture. J'ai compté, là, bah, c'était ce que je faisais juste avant. J'ai à peu près 1000 arbres. J'ai planté à peu près 1000 arbres. Et, euh, et oui, si je ferme mal en fait une clôture, si mes poneys s'échappent, par exemple, parce qu'ils sont séparés, les poneys et les traits pour l'instant, s'il s'échappe même 4 poneys, ils déboulent en fait. Mes vergers sont séparés en trois, mais en gros, il y en a, ils font des vergers de 400 arbres. En une nuit, ils me défoncent 400 arbres, quoi. Ils vont me péter, voilà, mes céréales, mes machins, mes trucs. Donc ça peut aller extrêmement vite. Donc il y a une vigilance qui est de tous les instants et qui peut avoir des conséquences. Il faut bien comprendre que moi, quand bah, ça m'est arrivé, je sais plus la semaine dernière, je me couche et en plein, ouais, je sais plus même plus. Je crois que c'est dans la nuit. Il y a quelque chose qui me dit que j'ai pas entendu le frigo démarrer et je me rends compte à 2 heures du matin qu'en fait que je suis tombé en panne de batterie. Et bah, à 2 heures du matin, à moitié à poil, dans le froid, dans l'eau, faut que je démarre en fait mon groupe électrogène parce que bon, j'ai encore le luxe d'avoir un frigo avec un peu des trucs en fait dans un mini congélateur. Je risquais en fait de tout perdre, même si à côté de ça, je fais plus de 500 bocaux par an pour essayer en fait de conserver, que je fais de la lactofermentation et que j'essaye de conserver un maximum de trucs. J'ai eu des problèmes sur les tomates là, ces années parce que je maîtrise pas suffisamment en fait ce temps qui est très humide dans le Périgord vert. J'ai beaucoup de problèmes de production en fait de tomates qui sont liés aux conditions locales et au fait qu'on a eu des événements relativement en fait extrêmes. Hein. Il y a 3 ans de ça, j'ai perdu 600 pieds de tomates. Bah, C'était la sécheresse? Ou c'était quoi, il y a 3 ans? non, c'était
c'était un printemps et un début d'été extrêmement pluvieux qui a Ah ouais. amené énormément de maladies et qui fait que ça a emporté tout, quoi. Bon, voilà. Euh, mais peut-être qu'on dérape un peu trop là par rapport en fait à ta question Non, initiale. non, mais c'est le but. Bah, je sais pas, enfin, on peut lancer sur plein d'autres choses, de ce que ça implique vraiment au quotidien, mais le désherbage, si tu le fais ni mécaniquement ni chimiquement par du glyphosate, concrètement, à la main, ça prend aussi un temps important. Enfin, Un- faut se un- rendre c'est- compte. Ah oui, oui, bah enfin voilà, quand les gens viennent ici, ils disent ouais, mais on fait que du désherbage, oui, mais c'est 80% du temps de ce que je fais, quoi. Enfin, sur la partie maraîchage. Là, quand tu lances en fait une pépinière comme j'ai, quand tes arbres ils sont tout petits, parce que les races veulent ça ou parce qu'ils ont du mal à se développer au départ, si tu désherbes pas tout autour, tu perds tout, quoi, tu vois. Donc oui, il y a une grosse pression. D'un autre côté, si tu veux. Voilà, les chevaux, si tu fermes mal les clôtures, si comme là on a eu pas mal en fait de tempêtes et que ben, d'une certaine manière, mais même moi, hein, on malmène un peu la nature. Pourquoi? Parce que bon, moi je suis au milieu des bois et donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse en fait un bois, donc ça c'est des arbres, là de ce côté c'est la forêt, on va laisser en fait les gros sujets qui sont là, et puis d'un seul coup on va faire une pâture. Mais ça la nature elle sait pas faire. D'habitude en fait elle fait ce qu'on appelle là elle fait ce qu'on appelle la suite écologique. Donc elle va avoir des arbres de taille plus petite ici, elle va avoir des bosquets, et puis elle va avoir des ronces en fait ici. Or nous qu'est-ce qu'on fait? Ben, on comprime tout. Qu'est-ce qui se passe? Au moins de coups de vent, forcément le vent lui il vient taper en fait un mur et il couche en fait les arbres. Les arbres sont pas prévus en fait pour ça parce que normalement il y a comme un espèce en fait de tremplin. Bon bah quand tu mets tes clôtures en fait qui sont là, qu'est-ce qui se passe régulièrement? Tu as des branches qui tombent. Bah, si tes chevaux ils étaient là, bah, ils partent quoi, tu vois, parce que tu as des tombes. Donc là on a eu un mois où tous les jours il a plu, il est tombé plus de 300 millimètres, enfin, ce qui est énorme. Il faut savoir qu'en fait, que dans la région d'Angers, je crois qu'ils sont à 600 ou 700 millimètres par an. Nous, il est tombé en un mois 300 millimètres. On a eu trois tempêtes, trois passages de tempête, et encore, on s'en est pas, enfin, on a été relativement en fait épargné. Il y a des chaînes centenaires qui se sont cassées la gueule, quoi. Parce que ça. Donc, oui, je suis très embêté souvent par ces histoires de clôture, mais d'un autre côté, mes chevaux, ils m'entretiennent mes pâtures. Si tu laisses en fait une prairie comme ça, je l'ai vu là, parce que une de mes activités, que j'ai un peu mis en stand-by, ça serait de faire de l'accompagnement justement de projets comme cela. J'ai été sollicité par un gros collectif là qui s'est installé à une vingtaine de kilomètres en fait de chez moi, qui ont acheté une ferme de 50 hectares et qui était une ancienne pension pour chevaux. J'aurais dit, mais il faut que tout de suite vous remettez des chevaux dans les prés parce que si dans 3 ans vous n'avez rien pas mis des chevaux, vous avez la forêt qui est à la moitié en fait de vos prairies, quoi. Et puis alors quand ça se met à galoper, c'est impossible à entretenir. Ouais. Donc si tu veux, on est toujours dans cet équilibre bénéfice-risque avec des fois où tu gagnes et des fois en fait où tu perds et où tu es dépendant des éléments et forcément aussi extrêmement dépendant du temps et de l'implication que tu mets dedans. Hmm. Voilà. Comment tu, pardon, hein, ça pose tellement de questions, pour te chauffer, alors tu as une surface modeste, hein, donc un mobil-home, et tu tolères des températures, je sais pas jusqu'à combien, mais j'imagine assez froides, mais quand même, comment tu fais pour te chauffer des hivers? Alors bon ben là ben, j'ai surisolé mon et encore j'ai pas fini et je me chauffe en fait au bois. Alors faut savoir que j'ai du mal à dire. En fait, je suis propriétaire d'une quinzaine d'hectares, mais j'en exploite ouais, plus de 20 parce qu'on me prête des prêts, parce que si, parce que là. Et quand tu es sur des surfaces comme ça, l'accès au bois, alors pas au bois d'œuvre, enfin, tu peux avoir du bois d'œuvre, mais sans vraiment toucher en fait à la forêt, tu as un chêne qui se casse la figure. Enfin, moi, ça a été le cas. J'ai un chêne qui est mort. Là, maintenant que mon mobilhome est isolé, je ne sais pas combien d'années je vais me chauffer en fait avec ça. Donc, si tu veux, l'accès au bois aujourd'hui, je ne le ferai pas parce que j'ai besoin de me constituer un stock pour mes vieux jours, mais je pourrais quasiment revendre du bois sans avoir à débiter.
enfin, sans vouloir abattre des arbres, pour dire je veux faire du bois de chauffage, quoi. Voilà, l'été dernier, il y a un autre arbre, là, j'ai vu dans un pré qui s'est cassé la figure. Bon, je sais pas combien de temps je vais me chauffer avec ce truc-là. Après, oui, jusqu'à que j'isole mon mobil-home, enfin, je me relevais le matin, souvent avec des températures à un digit, hein, dans mon mobil-home. C'est plus le cas maintenant que j'ai isolé. Mais j'ai d'autres soucis, c'est que les souris sont décidées en fait d'élire domicile dans mon isolation toute neuve et que ben, je n'étais pas au courant que pourtant j'ai voulu faire ça très propre, hein, d'un point de vue écologique. J'ai mis du liège et ben, elles adorent le liège. Et je suis en train de me battre avec les souris. Et j'ai même pas fini de l'isoler correctement, mais j'ai trop chaud en fait dans mon mobilier. Maintenant, j'ai régulièrement des températures de l'ordre de 30 degrés en mettant trois bûchettes en fait à l'intérieur parce que c'est une toute petite surface, parce que je cuisine en fait aussi au bois, euh, parce que, euh, parce que je n'ai plus sur les 6 à 8 personnes dont je parlais en fin 19e, il y avait trois générations qui vivaient ensemble, dont la génération des anciens, et les anciens ayant peu de mobilité bah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au coin du feu, ils faisaient la pluche en fait des légumes et ils préparaient, et que du coup, eux, ils n'ont rien à faire parce qu'ils ont que ça à faire, de tous les quarts d'heure, de mettre une petite bûchette comme ça. Moi, c'est pas mon cas. Si je veux avoir chaud, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets une bûche un peu conséquente en fait dans le truc et je reviens, il fait 30 degrés, donc je laisse éteindre mon truc parce qu'il n'y a pas le service qui est là derrière. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas Enedis, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand j'ai pas Enedis, je suis le pompier de tout. Ça m'est arrivé l'année dernière, j'ai un onduleur de la ferme solaire qui a cramé à 9 heures du soir. Et ben, dans la nuit, j'ai changé, enfin, et à 9h30, parce que j'avais un onduleur d'avance. Donc il faut que je gère un stock, il faut que je sois capable en fait de détecter en fait la panne, il faut que je puisse intervenir très rapidement parce que je ne peux pas me permettre que de ne pas avoir d'électricité. Par exemple, toutes les grosses parties en fait des clôtures qui protègent de leur évasion, mais aussi des intrusions. Voilà, mes deux cochonnes sont détruites, elles ne sont pas stérilisées. Euh, je sais qu'en fait que si j'avais pas l'électricité et si j'avais pas mon chien qui patrouillait, les sangliers mâles viendraient ici pour essayer de les saillir parce qu'ils sont capables de sentir à des kilomètres leurs phéromones et je me trouverai avec du co-sanglier, quoi. Et donc, il faut que je les protège. Et le seul moyen de les protéger efficacement, c'est l'électricité en envoyant des impulsions. Et du coup, Et voilà. donc, tu as des panneaux solaires et j'imagine une batterie pour continuer à envoyer de l'électricité la nuit. Comment ça marche? Oui, oui. Alors bon, deux fermes solaires. Alors une n'est pas tout à fait en fait en fonction correctement. C'est la plus grosse, avec une très grosse batterie. Et là, l'autre qui était censée en fait celle de secours, c'est celle sur laquelle je suis. Oui, j'ai pas beaucoup, hein. Sur celle qui fonctionne à l'heure actuelle, je dois avoir 2 kilos de panneaux et j'ai j'ai l'équivalent de 8 grosses batteries de camion. Voilà, hein, pour donner en fait un ordre d'idée. J'ai 4 batteries de 60 kilos. Voilà. Mais c'est très faible, hein, c'est-à-dire que en hiver, dès que j'ai pas du soleil pendant 3 jours, alors que j'ai une seule ampoule, enfin, je fais tourner une seule ampoule en fait dans le mobil-home, que j'ai bon, mon frigo qui tourne un peu, ma connexion en fait Internet, puis après c'est fini quoi. Enfin voilà, Hmm. Hmm. je Donc, tiens pas les 3 jours. clôtures, c'est l'essentiel de la consommation d'électricité, pour bien Non, comprendre. les clôtures sont sur un système, sont sur des systèmes indépendants avec leurs propres panneaux, avec leurs propres batteries, avec leurs propres onduleurs. Et, euh, et parce que l'électricité que j'ai là pour mes besoins domestiques et pour des travaux, hein, parce qu'il faut voir que tu as quand même tout l'électroportatif et voilà. Alors maintenant, c'est vrai que comme il y a beaucoup d'électroportatifs performants qui tournent sur batterie, c'est quand même hyper intéressant. Enfin, j'avais fait le calcul, je crois qu'une fois, si tu es bien équipé en fait en électroportatif, tu peux quasiment avoir la somme de la puissance en fait des batteries correspond à peu près ce que j'ai moi comme système de secours en fait au niveau solaire. On dirait pas, mais en fait voilà. Et les téléphones, l'ordinateur et tout ça, en fait on stocke beaucoup d'énergie dans ces trucs
truc-là. C'est pour ça qu'entre autres, il y a cette fameuse, ce fameux bruit de fond là de consommation énergétique qu'on dit qui coûte aujourd'hui dans la société moderne plus de 10%, parce qu'on est sans cesse en fait en train d'alimenter des petits appareils comme ça qui ont leur propre système, leur petite propre batterie, hein. Aujourd'hui, par exemple, enfin je sais plus si c'est le cas, mais il y a 10 ans c'était le cas. Tous les vélos à assistance électrique, finalement, quand tu démontais une batterie, c'était quoi? C'était pour la plupart, c'était des batteries de téléphone, hein, qui étaient dedans, qui étaient réassemblées. Bon, après, il y a eu d'autres progrès qui ont été faits, mais c'était l'idée. Et je pense que maintenant, peut-être que c'est plus vrai ce que je dis parce que avec les voitures électriques, peut-être qu'ils utilisent des modules de voitures en fait électriques. Mais je Non, suis sur une. je comprends le principe. Peut-être d'autres questions sur l'énergie, c'est vraiment passionnant parce qu'on parle souvent d'énergie dans ce podcast, mais pas sous cet angle-là. C'est la première fois. On parle souvent du système énergétique macro dans son ensemble, voilà, massifié. Et là, c'est un autre point de vue passionnant. Tu dis que ton pic de consommation énergétique dans l'année, c'est le moment où tu fais les conserves. Ou voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu t'y prends pour répondre à ce besoin, on va dire maximal de l'année? Alors, ouais, un de mes. Alors, il faut bien séparer deux choses sur ce type de projet. Enfin, il faudrait séparer trois choses. Il y a la partie communication, qui, elle, me consomme en fait beaucoup d'énergie parce que je passe du temps derrière mon ordinateur, parce que je passe du temps à charger mon téléphone pour faire des photos et tout ça. Bon, on va le sortir. On va considérer que c'est hors de propos. Si on regarde en fait maintenant sur la ferme, tu as deux parties distinctes et qui n'amènent pas du tout les mêmes consommations. Tu as la partie purement production, c'est-à-dire qu'en fait que tu as ta ferme qui fonctionne et puis il faut que tu fasses fonctionner ta ferme pour qu'elle produise. Okay, et puis tu as la phase construction de la ferme. Et ces deux typologies, deux approches en fait du besoin énergétique qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu construis, tu as des moments où tu as des forts appels de puissance à faire. Tu as peu de choses, si tu veux, qui doivent tourner constamment. Éventuellement, je ne sais pas si tu faisais, j'en sais rien, peut-être un enduit et que tu veux mettre un dessiccateur électrique dans une pièce pour que ton enduit tire. Voilà, c'est un truc que tu vas faire tourner pendant 3 4 jours, mais voilà, c'est très ponctuel, mais tu vas avoir en fait des très très gros pics. Dans la production, dans la production, tu as, je ne saurais pas le quantifier, mais tu as une partie qui au quotidien euh, euh, te demande bah, ton frigo qui se met en route en fait très régulièrement, mais qui va avoir telle consommation en fait un truc. Et puis tu as certaines activités qui sont liées à la production, pareil, et où tu vas avoir des pics, dont les conserves. Donc moi, tout l'enjeu, euh, c'est de c'est pour ça que je me définis vraiment comme un spécialiste de l'autonomie alimentaire et énergétique et que c'est impossible de décorréler les deux. Tu as parlé par exemple que tout à l'heure que j'étais en maraîchage sur sol vivant. Bon, bah moi, une des raisons pour lesquelles j'utilise cette technique-là, c'est parce que, étant donné qu'il y a beaucoup, que mes cultures en fait que mes sols sont couverts, je peux me permettre en fait d'arroser au moment où je suis capable de produire de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, que quand tu regardes beaucoup de techniques culturales, ils vont te dire que le mieux, c'est d'arroser en fait le soir. Mais moi, le soir, je ne produis pas d'énergie parce que mes panneaux ne sont pas exposés. Donc, du coup, j'essaye de trouver en agriculture quels sont en fait les moyens que j'ai pour diminuer ma facture en fait énergétique ou de faire correspondre le moment où j'ai le moyen au moment où j'ai le besoin. Et entre autres, moi, je peux me permettre d'arroser en pleine journée parce que j'utilise en fait du goutte à goutte, parce que ce goutte à goutte se trouve en fait sous un couvert en fait végétal mort qui va me maintenir mon humidité, mais parce que mes pompes elles tournent en fait à fond et que je vais pas trop tirer en fait sur mes batteries, même si voilà, un des points importants qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans tous ces systèmes solaires, à partir du moment où vous n'êtes pas relié au réseau, de toute façon, vous sollicitez quand même vos batteries, même si vous produisez plus que ce que vous consommez. Il y a toujours quelque chose en fait qui vient solliciter en fait les batteries. Voilà. Donc je suis vraiment dans cette démarche-là, très transversale, mais tu as très bien dit au départ, en entrée de ce podcast,
vraiment, je suis sur le micro, quoi. C'est de se dire comment en fait tout ça s'organise. Et c'est pour ça que ben, j'ai mis au point un certain nombre de stratégies, des fois des bonnes, des fois des mauvaises. Et après, je pense que c'est une très bonne stratégie, même si je suis en train en fait de doubler ce truc-là. À l'heure actuelle, j'ai fait plein de tranchées. J'ai décidé de mettre des systèmes en fait autonomes pour les clôtures. Et dans l'objectif, et ce que je vais faire là, c'est que je vais acheter une très très grosse génératrice qui fonctionne sur le secteur parce que elles sont plus puissantes, parce qu'elles sont capables d'adapter en fait leur puissance et tout. Donc là, je suis en train de faire passer en fait un fil sous terre qui va me permettre en fait d'aller alimenter toutes mes clôtures, mais en gardant en fait mes systèmes de secours. Et en sachant que les deux ne sont pas compatibles, donc avec des sectionneurs et des machins, ce qui fait que si pour une raison ou pour une autre, ma centrale se met en fait à déconner parce que je tombe en panne d'électricité, parce que machin truc, c'est pas important. Voilà. Quand je veux optimiser, je mets ma centrale. Quand j'ai des problèmes en fait de panne, je mets les petites clôtures en fait qui sont autonomes et que je peux en fait balader, quoi. Voilà. Une dernière question de curiosité, comment tu fais pour l'eau chaude? Pour l'hygiène, mais peut-être pas que, pour la cuisine. L'eau chaude, c'est tout au poêle, hein. Je fais chauffer en fait sur mon poêle l'eau chaude. Alors j'ai le gaz, hein. Je récupère, enfin, j'achète un peu du gaz. Donc voilà, comme j'achète en fait aussi de l'essence pour faire tourner de temps en temps mon groupe électrogène. Pour donner un ordre d'idée, là, bon, c'est très dépendant en fait de la météo, mais en gros, je brûle pas. Je dois brûler à peu près, même les hivers les plus compliqués, je dois brûler moins de 50 litres d'essence pour faire tourner le groupe électrogène. C'est-à-dire rien. Quand je ramène en fait rien, en sachant que tout tourne aujourd'hui avec ça, hein. Les pompes d'arrosage, enfin tout tourne avec ça. Donc voilà. Euh, à ceci près que la partie développement, que je te l'ai dit, est très énergivore et que quand par exemple je fais tourner une scie plongeante ou une scie circulaire de 2,5 kg, je m'amuse pas à le faire tourner sur les batteries. Je démarre systématiquement en fait le groupe. Donc il y a ça aussi dans ces 50 litres, quoi, tu vois. Et, et, et je pense que cette part va diminuer mais pas complètement s'arrêter parce que tu as de la maintenance en fait à faire dans une ferme, hein, et que dès que tu as fini en fait un truc, donc là j'ai tout à construire, du coup ça va demander beaucoup, mais une fois que c'est là, il y a quand même en fait une consommation en fait résiduelle. Et tu as posé une question auquel j'ai pas vraiment répondu, qui était par rapport aux conserves, comment je fais? Donc jusqu'à présent je faisais beaucoup en fait au gaz parce que je n'arrivais pas à, pour des questions de praticité, j'utilise pas en fait le système traditionnel qui est un espèce de baquet, qui est une grosse casserole dans laquelle on met les bocaux pour les stériliser. Moi, j'utilise pas ça. J'utilise un autoclave. Je travaille à des pressions plus élevées et donc à des températures plus élevées parce que ça me permet en fait de raccourcir le temps de stérilisation. En fait, en gros, tu divises par deux. Le gros problème de ce truc-là, c'est que jusqu'à cet été, jusqu'à l'été dernier, là, je n'étais pas capable de le faire sur le bois. J'arrivais pas à obtenir en fait les puissances nécessaires pour dire un truc. Et cette année, en fait, j'ai mis au point un poêle uniquement dédié en fait à ça, et enfin, en fait, j'y arrive. Ce qui fait que les économies, c'est marrant parce que je consomme plus avec ce poêle que ce que je consomme pour me chauffer mon mobilo, mais pour vraiment très très bien le chauffer, quoi. Tu vois, là, j'ai largement 20 degrés aujourd'hui et j'ai rien mis. Proportionnellement à ce que j'ai brûlé là dans la cheminée ce matin, si j'aurais voulu. Je pense qu'en fait, pour donner un ordre d'idée, par des températures, là, cette nuit, on avait 3 degrés. Là, on a 7, mais il y a du soleil. Je pense qu'en gros, pour me chauffer 3 jours, en une stérilisation, je brûle l'équivalent de 3 jours de chauffage. Pour donner en fait un ordre d'idée. Tu vois. D'accord, d'accord. Bon, il y aurait tellement à dire à la fois côté énergétique, alimentaire, eau, mais si on veut revenir aux sujets sociétaux, alors des figures nationales comme toi de l'autonomie, il y en a pas des dizaines non plus. Alors personnellement, je connais Barnabé Chaillot, qui est un peu dans cette hum, humeur, ouais, rendre les choses désirables avec le sourire, et puis faites-le, c'est super sympa. Voilà, incarner la sobriété heureuse, mais avec crédibilité, je trouve.
Il y a Patrick Baronet qui est peut-être un peu entre deux, et toi, alors paradoxalement, tu inspires des dizaines de milliers de personnes qui écoutent tes conseils extrêmement pratiques régulièrement et qui l'appliquent à leur échelle. Mais quelque part, si on t'écoute dire jour après jour, il y a aussi un peu cette idée, bah, en fait, ne venez pas, quoi, ne le faites pas, les néo-ruraux et tout, renoncez, quoi. Enfin, quelque part, oh là là, c'est galère. Espérons que le système s'effondre pas et qu'il continue de fournir. Et tu as été d'ailleurs critiqué par certains pour ça. Globalement, ce serait quoi, avec tout ce recul, tout ce retour d'expérience sur, au final, que devraient faire les citadins, que devraient faire les ruraux? Bon, c'est une question assez large, mais voilà, je te laisse rebondir dessus. Oui, je vous remercie d'avoir posé la question. Et disons que pour moi, le réinvestissement des campagnes est nécessaire. Voilà, je pense, je pense que sans ça, on n'y arrivera pas. Mais il faut pas venir avec ce côté bisounours, ce côté. Aujourd'hui, je me sens. Alors bon, je vais pas me faire des copains en disant ça, mais tant pis. En fait, aujourd'hui, je me sens plus éloigné des gens avec lesquels je partage en fait des valeurs, qui sont des valeurs du respect de la nature et tout ça, machin truc. Je me sens plus éloigné finalement de ces gens à travers en fait la différence qu'il y a entre leurs actes et les miens que de ceux qui, sur le papier, seraient plus opposés en fait à mes valeurs, mais qui dans leurs gestes, voilà. Aujourd'hui, je préfère mille fois un agriculteur qui utilise et fait de la merde, mais produit quelque chose, que un néo-rural qui est plein de bonne volonté, mais qui ne sort pas un légume, ou je sais pas quoi, des fruits, ou je sais pas quoi. Parce qu'il y en a un qui produit Juste, et l'autre. est-ce que ton avis était peut-être différent il y a 5-10 ans par rapport à juste ce que tu viens de dire là? Oui, parce que oui et non. Oui sur l'instant parce que si tu veux, il y a beaucoup de gens qui veulent, qui se font plaisir à réinventer la roue. Enfin, je veux dire quelque part. Tout le mouvement de permaculture a déboulé en fait dans les campagnes en disant aux agriculteurs non mais vous n'avez pas compris, enfin en gros c'était le message qu'ont compris les agriculteurs et qui était quand même un peu le message que les gens disaient, c'est non mais vous n'avez pas compris, on peut faire complètement en fait autrement. Ouais bah on fait, tu veux faire en fait autrement, ok, bah déjà fais-le une fois, puis quand tu as réussi en fait une fois, fais-le 10 fois et fais-le en fait toute une vie. Puis la Et là, génération suivante, puis encore celle d'après. t'as perdu, même déjà sur une vie, t'as perdu, en fait, t'as perdu tout le monde, quoi. Combien t'as de gens, je discutais avec là un de mes partenaires qui est un Anglais qui est installé depuis 30 ans en fait en France et qui a été complètement pionnier dans le bio. Je ne sais plus combien il me disait qu'ils étaient de gens, ils étaient 6 ou 7 à être dans la biodynamie, alors qu'il est en fait encore un cran bien au-dessus en fait du cahier des charges en fait bio. Il m'a dit qu'en fait il y en a un seul qui aujourd'hui continuait à des échelles extrêmement faibles parce que c'était pas tenable en fait dans le temps. C'est pas pour rien, c'est pas que pour des questions de férocité financière, d'envie d'accumuler que les agriculteurs, enfin, à l'après-guerre, on les a énormément aidés à s'installer sur des techniques en fait nouvelles, même s'il y avait des réticents. Et je veux dire, c'est une faute collective. Ça sert à rien en fait de tirer aujourd'hui à boulet rouge sur les agriculteurs, en sachant que c'est quasiment impossible sans casse en fait de détricoter en fait le truc. Mais personne n'a envie de se mettre au charbon par rapport à ça parce que c'est la perte d'acquis, parce que c'est la peur en fait de l'inconnu et que bah, c'est sûr que c'est difficile de se lever très tôt, même de monter dans un tracteur en fait qui a la clim et tout ça. Moi je discutais avec des céréaliers qui pendant un mois ils dorment 1 heure par jour. Pendant un mois d'affilée, ils dorment 1 heure par jour. Alors, ils sont ouais, des machines qui consomment 400 litres, entre 400 et 700 litres à la journée. Ils ont la clim et tout, mais ils dorment 1 heure par jour pendant un mois. Les mecs, au bout d'un mois, ils sont complètement défoncés, quoi, tu vois.
et ils ont beaucoup de temps à un autre moment, mais enfin, à quel prix, quoi? Et moi, j'en veux pas, en fait, de la clim. Mais eux non plus, se retrouver le dos cassé, parce qu'il faut tout revoir, quoi, d'une manière profonde. Je sais pas si je réponds vraiment, en fait, à ta question. Si, si, c'est une question assez ouverte sur à la fois quelle agriculture et quelle société on veut. On va revenir hein, sur, on va dire, la transformation de l'agriculture à grande échelle, parce que bon, quelque chose me dit que si en 2050 on meurt pas tous de faim, c'est que quelque part cette agriculture dite conventionnelle, elle se sera à minima transformée, quoi. Elle va disparaître pour laisser place à plein de petites exploitations de gens qui font de l'autonomie. Peut-être avant d'y revenir, quand même, quelle place malgré tout ça pour des gens, on va dire, de ton profil avec ton type de projet, sans forcément aller aussi loin que toi, mais quelle place quand même pour l'autonomie alimentaire et les toutes petites exploitations et la permaculture et tout ça? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que quand même ça a une place pour la production alimentaire demain, selon toi? Est-ce que tu conseillerais quand même à des gens de s'installer peut-être avec moins d'ambition que toi? Enfin voilà. Mais en fait, je pense qu'il faut pas regarder la situation de manière binaire. Je pense que là, on a des exemples concrets et contemporains, entre autres dans les pays de l'Est, où tout le monde participe quelque part à l'effort de production. Pas plus loin que mes voisins qui ont à peine une dizaine d'années de plus que moi, mes voisins qui sont là, qui viennent du Nord, qui sont installés en Dordogne ici, ils me disaient qu'ils achetaient aucun légume. Ils n'achètent pas de légumes parce qu'ils font leurs légumes. Pour eux, c'est normal. Ils font 6 ou 7 variétés d'ail. Ils sont là, ils essuient des échecs. Bon, ils ne font pas leurs céréales. Ils m'ont dit que depuis qu'ils sont installés ici, ils ne, ils ne font plus leurs lapins, ils ne font plus leurs poules et tout ça, qui sont consommateurs pour les poules en fait de grains, hein. Il faut les nourrir en fait, hein, ces trucs-là. Et souvent, c'est pas fait in situ. Et il faut bien voir que, par exemple, quand on dit autonomie alimentaire, il y a beaucoup de gens qui pensent en fait maraîchage, et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu m'as présenté en fait sous cet angle-là, mais moi je dis que l'autonomie alimentaire, c'est pas le maraîchage, hein. Ce sont surtout en fait les tubercules, ce sont énormément en fait les céréales. Alors bon, après, ça dépend en fait aussi des croyances et des régimes alimentaires qu'on fait. Et ce sont en fait aussi, j'ai perdu le nom, hein, des fois j'ai des trous, pardonnez-moi, tout ce qui est oléagineux, allons, tout ce qui est lentilles, tout Légumineuse? ça, les légumineuses, merci, excuse-moi. Voilà, sauf que à regarder à faire des légumineuses, moi ça me fait doucement rire hein, quand les gens ils disent aujourd'hui, oui, l'élevage, tout ça, c'est pas une bonne chose. L'élevage intensif, c'est sûr que c'est pas une bonne chose. Oui, il faut penser en fait au bien-être animal et tout ça. Et que les gens disent, oui, mais il y a des moyens de substitution. Ok, d'accord. On peut y faire un régime en fait équilibré. Mais ces gens, s'ils regardaient avec honnêteté euh, quel est le coût de tout ça, faire des légumineuses, alors c'est un poste en termes de dépenses énergétiques de ouf, parce que va écosser en fait des pois chiches, va trier des lentilles. Si t'es pas mécanisé, t'es mort. Mécanisation égale en fait énergie. Et là, si tu veux, ou à écouter, et bon, Comment ils faisaient au 19e siècle, avant la mécanisation, enfin, les légumineuses occupaient une part importante des assolements quadriennaux, enfin, ça faisait partie des rotations des cultures, les légumineuses oui, déjà. mais c'est pas parce qu'en fait c'est pas parce que t'en mets que tu la récoltes. Voilà, je veux dire, c'est le principe aussi des engrais verts, hein. Tu récoltes pas tes engrais verts, tu les fauches. Voilà, tu récoltes pas le truc, en fait, tu es là juste pour que la plante, elle amène au sol ce qu'il a besoin pour la culture, en fait, suivante, ou pallier à la perte que la culture précédente, en fait, a à faire. Donc, voilà. Et puis, faut pas oublier que le cheval a permis, c'est un moyen de mécanisation. Moi, pourquoi j'ai des chevaux? C'est parce que, mais même si aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus le temps du tout de les utiliser et que j'ai fini par, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, c'est parce que je suis tout seul, hein, j'ai fini par acheter un tracteur 4 roues motrices avec une fourche et tout, parce que voilà, il y avait tout à construire et que voilà, et que j'aurais même pas déjà en fait le temps dans une vie. Et puis voilà, faut fabriquer la ferme, faut faire tourner la ferme, mais en plus il faut la fabriquer. Et en plus, moi, je me rajoute des expériences sur lesquelles je communique. Donc en fait, à un moment, voilà, j'utilise des esclaves énergétiques pour arriver en fait un peu à bricoler au milieu en fait de tout ça. Mais les légumineuses, enfin, quand Parmentier il a amené la pomme de terre en fait
enfin donc les tubercules en fait ici, eh ben, c'était le moyen que le peuple arrête en fait d'avoir faim, quoi, tu vois. Pourquoi dans certaines régions on appelle les châtaigniers les arbres à pain? C'est parce qu'ils amenaient en fait la farine nécessaire et que les gens ils étaient à la recherche en fait finalement d'aliments extrêmement énergétiques, on dirait caloriques, on va dire, tu vois, et qu'ils mettaient pour agrémenter un peu le truc, ils faisaient un cochon en fait par an, ils le tuaient. Bon, alors, les grandes familles tuaient deux cochons par an, donc ça faisait, ils amenaient, je sais pas, allez, mettons 300 kilos de viande, en tout cas c'est même pas 200 kilos en fait de viande qui se partageait, mettons, à 6, mettons à 5 pour des questions en fait de facilité, ça faisait 40 kilos par an et par personne. Bon, ça commence à faire, hein. Ça commence en fait à faire, mais bon, c'est pas foufou, quoi, tu vois. C'est pas fou. Enfin, j'ai dû me tromper dans les chiffres parce qu'il devait être en fait à moins que ça, quoi, tu vois. Ouais. Moi, j'ai calculé en ayant un régime assez peu carné. euh, je dois consommer l'équivalent de 15 kilos de viande par an. Ah oui, ouais, c'est vraiment pas, ouais, c'est pas énorme. 15. En même temps, en écoutant quelqu'un comme Marc-André Solos et tout, on arrive à peu près à cet ordre de grandeur-là pour dire un système agricole qui soit à peu près équilibré et qui nous fournisse aussi nos besoins en protéines. Euh, toujours sur cette organisation de la société, on a passé un week-end récemment chez des amis près de chez toi, Mhm. voilà, dans le Périgord. Je retiens que finalement toutes ces idées d'écolieux, d'installations de néo-ruraux, de collectifs, etc., ou d'ailleurs on a parlé des maraîchers qui mettent la clé sous la porte 5 fois sur 7, c'est aussi le cas des écolieux, hein. Je veux dire dans 8 ou 9 cas sur 10 pour des raisons de PFH, donc putain de facteur humain, le projet te tombe à l'eau. Et on s'est dit, bah en fait les écolieux ils sont déjà un peu autour de nous, quoi. C'est des voisinages, c'est déjà des choses à faire. T'en as dit un mot hein, tout à l'heure. C'est déjà des échanges entre les différents voisins, avec les agriculteurs qui ont besoin d'un coup de main. Enfin, on peut déjà collectivement, sans qu'il y ait forcément des masses de néo-ruraux qui débarquent, on peut déjà faire pas mal de choses. Oui, 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 complètement. Bah moi, en fait, c'est complètement intégré dans mon système, hein. J'ai à l'heure actuelle une quarantaine de poules. Alors parce que ben, j'essaie de respecter leur cycle et que je ne leur mets pas de la lumière dans le poulailler pour leur faire croire qu'elles sont au printemps ou à l'été et que donc d'augmenter, de continuer en fait à ce qu'elles pondent. Parce que ça serait un moyen artificiel. Je sais pas, j'ai déjà qu'une ampoule dans mon mobil-home, donc je vais pas aller mettre des ampoules dans, dans les poulaillers qui seraient forcément consommatrices d'énergie au moment où je n'en produis pas. C'est-à-dire sur les batteries. Voilà. Mais c'est complètement intégré parce que j'essaye de produire donc en très grande quantité et quand je réussis ben, donc je me constitue des stocks et parfois même je vais au-delà de mes besoins en fait en termes de stock et auquel cas ben, ça me permet de redistribuer autour de gens parce qu'ils me prêtent un prêt, parce que comme c'est arrivé là dans les jours derniers à cause des tempêtes, ben, mes chevaux se sont échappés. Donc il y a une part qui est là pour rendre en fait ces services. Et pour moi, pour revenir en fait aux questions en fait qu'on disait tout à l'heure par rapport aux pays de l'Est, ben, chaque famille participe à l'effort en fait de production en, en faisant ben, une bonne partie de leurs légumes. Il se trouve que les légumes, c'est ce qui a besoin en fait de plus, qui est plus difficile en fait à conserver. Donc plus tu raccourcis le moment où tu le cueilles et le moment où tu le consommes, moins tu as de pertes, moins tu dépenses en fait d'énergie dans le transport, moins tu dépenses d'énergie dans la conservation. Ok, donc ça c'est un premier point. C'est assez facile en fait à faire. Souvent en fait, le gros pic de production est dans les mois où le temps est relativement clément et où tu te fais pas, voilà. Donc il y a une maîtrise. Bah, rien que ça, si tu me posais la question, qu'est-ce que peuvent faire en fait les urbains? Ils peuvent se lancer en fait là-dedans. C'est une partie du livre que je veux écrire, que je suis en train en fait d'écrire, sur lequel ben, tous les jours, je me pose des questions en disant, bon, je suis quelqu'un de très perfectionniste alors.
Bah, j'ai beaucoup appris en fait en autonomie à pas l'être tant que ça, hein, de se dire parfois bah, la clôture elle est pas nickel, mais elle est là et puis bah tant pis, je laisse, hein, c'est pas au cordeau, mais je laisse comme ça parce que sinon ça sera au détriment d'autres choses qui sera plus compliqué quoi. Voilà. Et il y a plein de choses qu'on peut faire et qui demandent beaucoup d'apprentissage, surtout en termes de posture. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Je propose que tu me rappelles en fait de reparler de ce truc-là en fait dans un deuxième volet parce que c'est vraiment en fait à mon avis un sujet extrêmement important et qui Ouais, fait. ouais, je pense que ça mérite un épisode à part entière. Oui, Mais là, pourquoi pas. on fait un tour d'horizon de pas mal de sujets. Je voulais en voir quand même un dernier avec toi qu'on a touché du doigt un petit peu, hein, à plusieurs reprises, mais peut-être prendre encore une dizaine de minutes pour parler, bah, finalement, de la transformation de l'agriculture. Alors, au-delà des grandes idées, etc., de refaire le monde, peut-être concrètement, toi, alors, tu as des voisins agriculteurs, tu es en contact avec des organisations agricoles. Comment ils voient les choses? Alors, je ne sais pas par quel angle le prendre. Des questions comme l'effondrement, alors que ce soit énergétique, climatique, biodiversité ou que sais-je. Bah, déjà, dans quelle mesure c'est plus ou moins dans leur logiciel et comment ils le conçoivent. Et effondrement ou pas effondrement, ou collapse ou pas collapse, comme j'aime le dire, quelles sont les voies de transition qui les intéressent? Est-ce que c'est vers plus d'agroécologie, vers plus de technicisme? Enfin, voilà, c'est quoi le son de cloche qui t'entoure? Bah, il y a en gros, je dirais qu'en fait qu'il y a pour l'instant, j'aime pas trop faire ça, mais deux catégories d'agriculteurs. Et les agriculteurs qui sont issus qui sont dans dans une continuité culturelle. Bon, ça c'est vraiment le gros de la troupe qui produit en fait aujourd'hui de l'alimentation et qui sont dans une logique économique. Et qui commencent au fil des générations à essayer d'être dans une logique en fait plus vertueuse, mais qui sont dans un système à la base en fait économique, mais avec une très bonne connaissance en fait quand même de la nature. Et surtout un capital posture énorme qui fait que ce sont des machines de guerre pour l'extérieur qui sont capables de disette, pas dormir pendant je sais pas combien de temps, machin, voilà. Ils ont ça dans le sang, c'est leur ADN, ils y vont, ils taffent, voilà, ils sortent les doigts, bon, ils taffent. Mais donc pour eux l'effondrement, euh, c'est quelque chose en fait qu'ils n'ont pas vraiment, qu'ils intellectualisent par rapport aux problématiques qu'ils ont. Parce qu'il y a des changements climatiques, parce que les énergies explosent, parce qu'ils ne sont pas suivis, parce que les chambres d'agri aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui en Dordogne, bon, il y a quatre Périgord, hein, noir, blanc, vert et rouge. Tu t'installes en fait, tu veux t'installer dans le Périgord noir en tant qu'éleveur pour le gavage en fait du canard, alors que du foie gras il s'en vend et tout ça. La chambre d'agri te suit plus. La chambre d'agri refuse en fait d'être où faut avoir un dossier hyper solide, qui ait une reprise et tout, mais si il y a des investissements en fait à faire, ils ne le font pas. J'ai discuté avec des éleveurs qui ont pris la vague du photovoltaïque au bon moment. Les mecs, ils m'expliquent qu'avec 7 bâtiments, ils s'en foutent en fait d'avoir des volailles en fait dessous, parce qu'ils gagnent plus d'argent avec le photovoltaïque que ce qu'il y a en fait que ce qu'il y a en fait dans le bâtiment. Donc, ces agriculteurs, il y a un super moyen, mais ce qui est valable en fait, à mon avis, pour toute la population, c'est quand on va toucher les gens en fait au porte-monnaie, quand on va les toucher en fait et qu'ils vont plus être capables de faire, c'est là où il y aura, à mon avis, des leviers d'action, des moyens en fait de les faire changer qui seront ultra puissants. Mais il n'y aura pas d'anticipation, ou très peu. Et à contrario, tu as toute une population qui, elle, est dans la quête de sens et enfin, typiquement ce qui se passe en fait aujourd'hui post-Covid et ce qu'on voit dans les centres de formation où les jeunes se disent non mais moi je m'en fous de gagner de l'argent, ce que je veux c'est profiter de la vie et tout ça.
Donc, tu as des gens qui viennent avec, où ils sont pas dans un business plan. Ils sont en fait en disant, non, mais moi, je veux une qualité de vie, je veux ci, je veux ça. Et comme ils viennent avec quelque chose qui est de l'ordre de la doctrine, mais qui existe en fait en face, hein, même si je suis pas là pour opposer les deux pôles et de se dire qu'en fait qu'il y a une guerre qui se crée entre les deux, mais c'est ces deux points de vue qui sont complètement en fait opposés. Ils viennent avec une forme de dogme en disant mais non, mais je veux pas de plastique, je veux pas ci, je veux pas ça. Mais sauf qu'en fait, ce sont des projets qui sont irréalisables. Ils sont dans des impasses fonctionnelles. Si tu ne veux pas de plastique, tu ne bois pas. Je veux dire, tu ne bois Là, pas tu parce parles de qu'aujourd'hui, jeunes qui s'installent, hein. pas forcément des jeunes, même des gens, tu vois, moi, enfin, même si tu cherches à me flatter, je suis plus un jeune, quoi, tu vois, j'ai 50 ans passés, voilà. Et on voit des gens arriver en disant, non, mais moi, être complètement excluant sur des trucs, mais qui part en fait sur des bonnes réflexions parce qu'on s'est perdu en termes d'écologie et qui viennent avec à la base de bonnes idées. Mais matériellement, ils peuvent pas, ils seront obligés à un moment de faire des concessions, et plus ça leur sera en fait difficile de faire des concessions sur des choses sur lesquelles ils avaient dit non, jamais, jamais, plus en fait, tu as des chances qu'en fait que leur projet ne sorte pas ou ne répondent pas en fait aux attentes. Et si c'est prétendre d'être autonome en ayant un carré de jardin et en faisant pousser trois légumes, tu l'es pas. Moi, aujourd'hui, j'intègre dans mon projet la question des céréales parce que c'est crucial. Et la question, en fait, des tubercules et qu'il faut en cracher, quoi, pour pouvoir, en fait, se nourrir correctement et essayer de tendre vers cette autonomie, quoi. Voilà. Alors, bon, bah ouais, au niveau diététique, c'est vrai que mon spectre, bah, il est moins fun, il est moins, parfait, il n'est pas parfait par rapport à ce qu'un diététicien te dirait, oui, mais il vous faudrait tant de grammes d'acides aminés que vous allez trouver en fait dans tel truc et tout ça. Tu arrives à faire ça, mais bon, d'abord, tu sors des gouttes comme ça, grosses comme le pouce, pour pouvoir y parvenir. Et puis, donc c'est au prix d'énormes efforts. Et puis, c'est aussi énormément de renoncer, quoi. La question, bon, la phrase qui est beaucoup reprise dans ces milieux-là de Pierre Rabhi qui est dit de la sobriété en fait heureuse, bon, elle est compliquée par certains moments, hein, le renoncement, de se dire, bah non, je peux pas me permettre en fait ça parce que je l'autoproduis pas. Bon, ok, dans le temps, ça peut être très compliqué, quoi, hein. Et moi, je ne mange pas mes animaux ou quasiment jamais. Et je sais que je fais une entorse par rapport en fait à ça parce que je délègue à quelqu'un, à un tiers, puisque je mange un peu en fait de la viande. Pour moi, la meilleure manière de manger en fait de la viande, alors là, je vais faire péter les compteurs des eaters, hein, c'est la chasse. C'est flinguer en fait un sanglier ou deux par an, parce que de toute façon, il y a un surnombre qui est lié directement aux méthodes en Ouais. fait de production alimentaire qu'on a aujourd'hui. Le Et puis, changement par climatique aussi qui favorise leur prolifération apparemment aux sangliers. oui, oui, Pour une oui, question oui. de conditions favorables à leur reproduction, mais je suis pas. Oui, et puis, alors là, encore sujet, le loup, qui était un des prédateurs, enfin voilà, aujourd'hui, ils ont quasiment, ils ont pas de prédateurs, quoi. Donc, du coup, il y a pas de régulation qui est faite, tout en leur offrant, en fait, des supermarchés open bar, enfin, ils font une brèche, en fait, dans un champ de maïs, pour ne citer que, mais c'est le festival pour eux, ils ont de la bouffe qu'ils n'auraient jamais pu trouver dans une forêt, sans faire des kilomètres et des kilomètres. Là, tout est à portée de main, enfin de groin. Voilà. Donc bon, et tout ça pour dire, pour revenir en fait finalement à ces questions. D'un côté, des agriculteurs qui sont issus du sérail, qui ont en fait pour beaucoup en fait des techniques culturales qu'on remet en fait en question, mais qui produisent et qui sont dans une logique économique, et puis tu en as d'autres qui sont, dans une logique plus éthique, plus de machin, mais qui aujourd'hui ne produisent pas. Et les quelques rares personnes, et je pense en fait à mon copain, à mon ami Éric Souffleux, qui est un maraîcher, qui était en traction animale, qui depuis 10 ans, paf, et sort des résultats, qui est un peu au milieu, qui est dans des questions en fait éthiques et qui est en fait dans des questions en fait productives, bah, il est en train de se rendre compte qu'il est complètement écartelé par ces deux trucs et que régulièrement il fait une espèce de danse entre les deux et qu'il est bien au niveau de nulle part et que par exemple lui qui a été
quelqu'un qui a énormément réussi et c'est complètement mérité dans le bio. Il est en train de complètement, enfin, il est obligé de revoir sa copie parce que dans sa région autour de Nantes, vers Saint-Nazaire, là, il est plus en capacité en fait de vendre ses produits, quoi. Il est en train de, il produit, mais il vend pas correctement. Donc il remet même en question son métier et je pense qu'en fait que enfin, c'est un des exemples que j'ai de quelqu'un qui s'est consacré à la pure production, qui était pourtant en fait une pleine réussite. Lui, il était pour le coup, il était vraiment dans le milieu. Il n'hésitait pas à faire certaines actions avec du tracteur. Ça fait 15 ans qu'il vit en caravane et en mobilhome. Lui, il se lance enfin dans la construction en fait de sa maison et il essayait de faire un maximum de choses avec les chevaux. Mais là, il arrivait un peu en fait au bout du truc. De toute façon, tu ne peux pas comme moi, je ne décorrèle pas la question énergétique de la question alimentaire, de toute façon, l'agriculture, tu peux pas dire d'un côté, il y a les paysans et de l'autre côté, en fait, le reste de la société. Ça doit être une réflexion qui doit être menée. Et je pense qu'en fait, que les peuples qui assurent une partie, en fait, de leur production, du coup, tu sais, c'est l'histoire en fait de la masse critique qui, pour mémoire, en fait, a été créée par les Hollandais sur la question en fait du déplacement en vélo. Ils se sont rendus compte qu'à partir du moment où la masse critique correspondait donc quelque chose de macro qui était vu au niveau du micro, c'est-à-dire qu'en fait que chaque famille avait au moins une personne qui se déplaçait en vélo, a fait que chaque famille était plus prudente sur la route vis-à-vis en fait des vélos. Et ben c'est un peu la même logique auquel je crois moi au niveau en fait de l'agricole, c'est qu'à partir du moment où chacun fait un petit peu en fait de sa production alimentaire, ils auront un regard, il y aura des passerelles qui se créeront au niveau des agriculteurs qui assurent en fait tout ce que ces gens ne produisent, ne produisent pas avec une proximité et tout. Mais quand tu vois qu'en fait qu'aujourd'hui les AMAP elles se cassent tout en fait la figure quand tu vois que aujourd'hui un réseau comme Biocop, il y a une scission, enfin il y a des problèmes énormément de gros problèmes en fait financiers, mais il y a une scission en termes de valeur. Enfin j'ai lu des articles là où ils sont en train de se prendre de choux à l'intérieur du truc. Enfin, tu vois que le truc est très très compliqué quoi, et que c'est en train de se tendre et que ça risque en fait de s'aggraver en fait encore. Voilà, d'un côté. Et la nourriture des gens jusqu'au XXe siècle, hein, la nourriture n'était pas une question d'argent. La nourriture était un système qui était au-dessus, quelque part, en fait, du système de l'argent. Je fais pas de politique hein, quand je dis ça. Hein, Non, non, c'était tellement c'est des faits. Enfin, c'était une question bah, vivrière et de survie, physique plutôt de, que économique. Enfin, de survie, de- c'était, ça a échappé en partie au marché aussi. Enfin, bref. complètement, complètement. Euh, Écoute, Pierre, bah, super, bah, vraiment passionnant. Alors, pas sur les difficultés du bio et des AMAP qui sont réelles, mais ta conclusion juste avant pour un peu concilier le meilleur des deux mondes et comment les gens qui veulent s'impliquer peuvent s'insérer dans un système vertueux, finalement, je trouve que c'est une conclusion assez équilibrée qui évite à la fois le fatalisme et l'angélisme. Donc, je resterai bien là-dessus. Mais je pense, oui, il faudra qu'on se reparle parce qu'il y a beaucoup de points de détails sur effectivement les questions d'essai-erreur et aussi sur bah, finalement l'avenir de l'agriculture qu'on pourrait développer. Mais je pense là, on est pas mal, non? Écoute, moi, Bon, si ça te va, moi, ça me va. super. Non mais merci beaucoup Pierre. Et puis bah, vous, auditeurs, bah, n'hésitez pas si ça vous a intéressé à, bah, déjà, à vous abonner, si c'est pas déjà fait, évidemment, à partager autour de vous, autour de personnes que vous pensez être intéressées. Et merci encore à toi Pierre, et à bientôt. Je te remercie. Merci à tout le monde. Au revoir.